Ce 22 août 1911, vers 10 heures du matin, comme à son habitude, M. Louis Béroux, artiste peintre accrédité, traverse le jardin des Tuileries pour se rendre au musée du Louvre afin de réaliser des copies de grands maîtres à l'usage d'amateurs étrangers. Il s'étonne de l'absence d'une œuvre majeure entre l'allégorie de Titien et les fiançailles de Sainte Catherine de Le Corrège. Mais où est-elle passée? Et quand donc va-t-elle revenir? Demande-t-il d'un ton très contrarié. Oh là! Temps moderne oblige, mon bon monsieur. Elle est allée se faire tirer le portrait. Lui répond avec assurance le gardien. Néanmoins, un doute traverse l'esprit du gardien Poupardin. Même si le Louvre a décidé de répertorier sa collection grâce à la photographie, très à la mode en ce début de siècle, il aurait dû être averti. Il se lève de sa chaise et file se renseigner. Quelques minutes plus tard, l'alerte est donnée. Le gardien réapparaît en nage, écrasé par la fatalité. Il faut se rendre à l'évidence, Madame Lise a disparu. Quand après avoir fouillé les moindres recoins du musée, on découvre la vitre de protection du tableau dissimulée sous un escalier, il n'y a plus de doute. Ce n'est pas une blague. On a volé la Joconde. La nouvelle se propage très vite hors du musée. Dans les rues, les faubourgs, jusqu'au palais de la République. L'événement prend une tournure nationale. La presse en fait ses choux gras et déchaîne les passions en alimentant un feuilleton qui durera plus de 2 ans. La France entière se passionne pour cette affaire et découvre ou redécouvre ce monument de la peinture. Plus personne ne peut ignorer les dimensions du tableau. 77 cm sur 53. Ni qu'il a été peint sur un panneau de peuplier de 13 mm d'épaisseur. Les journaux décrivent le portrait d'une jeune femme en robe, les mains croisées, coiffée d'un fin voile noir, sur un fond montagneux, à l'horizon lointain et brumeux. Description artistique sommaire pour un tableau qui déchaîne autant les passions. Mais c'est surtout l'histoire du tableau qui était allée à la une. Cette jeune Florentine, Madame, ou plutôt Monna, Lisa del Giocondo, dont le mari de 20 ans son aîné aurait commandé le portrait en 1503 au maître italien Léonard de Vinci. Celui-ci mettra 3 années pour achever son œuvre et donner à cette jeune femme le regard et le sourire unique qu'on lui connaît. L'histoire pourrait s'arrêter là. Toujours est-il que, soit mécontent du résultat, soit par manque de moyens, la commande n'aura jamais sa place dans l'appartement du Florentin. Une autre destinée attend Mona Lisa. En 1516, sur l'invitation de François Ier, Léonard de Vinci traverse les Alpes pour se rendre à la cour d'Amboise avec le tableau qu'il ne quitte plus. Le roi, totalement séduit par cette représentation féminine, souriante, unique à l'époque, n'hésite pas à proposer 12 000 écus à Léonard, qui accepte de lui céder. Désormais, on l'appellera la Joconde, et elle deviendra la compagne incontournable des monarques du royaume de France. De Fontainebleau à Versailles, au gré des déplacements des résidences royales, en passant par les Tuileries, dans la chambre à coucher de Joséphine et de Bonaparte, qui la surnommait, avec une certaine ironie, sa Madame Lise. Et puis, après 3 siècles d'une carrière tout entière destinée au voyeurisme princier, en 1804, d'un geste impérial, Napoléon l'a fait entrer au Louvre. On pense alors que c'est pour toujours.
Mais revenons à ce mois d'août 1911 et à notre affaire. L'enquête est confiée au préfet Lépine en personne. Oui, celui du concours. Toutes les forces de police de France sont sur les dents. Les enquêteurs convoquent toutes les personnes concernées, de près ou de loin par le tableau. On interroge tout le monde, même ceux qui n'ont rien à dire, puisque personne n'a rien vu. En fait, l'enquête patauge. Pourtant, en ce début de siècle, la police est devenue scientifique, grâce à M. Alphonse Bertillon, inventeur de la fiche anthropométrique. On consulte des centaines de fiches de centaines de suspects potentiels, avec des comparaisons de centaines d'empreintes digitales. La police piétine. On ne sait rien, ou presque. La partie semble bel et bien perdue. Alors, par désespoir, dans les foyers français, comme sur l'Almanach des Postes de 1913, la Joconde a détrôné l'Angélus de Millet. Les mois passent. Il faudra attendre le 11 décembre 1913, un coup de téléphone des autorités italiennes pour redonner espoir à la France et un cadeau de Noël inespéré. La Joconde a été retrouvée avec son voleur, à Florence, dans sa ville natale. L'homme qui dormit plus de 2 ans avec la femme la plus convoitée du monde se nomme Vincenzo Peruggia. Petit homme trapu, aux larges moustaches en guidon de vélo. Italien, charpentier et vitrier de métier, il avoue tout en expliquant en détail son geste. Le 21 août 1911, comme tous les lundis, le musée est fermé au public. Faisant partie des équipes de restauration et de maintenance du musée, il explique avec quelle facilité il décroche le tableau comme un calendrier des postes dans n'importe quelle chaumière et sort tranquillement sans attirer l'attention. Le reste ne fut qu'un jeu d'enfant. Traverser la cour du Louvre, le jardin des Tuileries, longer la Seine, passer le Pont-Neuf et une demi-heure plus tard, se retrouver tout naturellement dans sa modeste chambre en compagnie de la belle Lisa. Il ne lui restait plus qu'à attendre sagement 2 ans que l'affaire se tasse pour prendre la route de Florence et enfin restituer le tableau à l'Italie avec l'espoir secret de devenir un héros national. Mais à Florence, son élan patriotique va être stoppé net. Il est dénoncé par un antiquaire. Arrêté le jour même, il sera jugé en Italie comme simple d'esprit. Condamné à 1 an de prison, il sera finalement libéré au bout de 7 mois sans un sou. Les autorités françaises ne feront pas de vague de cette décision de justice, trop contents d'étouffer l'échec de l'enquête parisienne. C'est le 29 décembre 1913, par wagon spécial, que la Joconde rentre à Paris sous les acclamations. Dans les années qui suivirent, elle connaîtra 2 exodes forcés pour cause de guerre et quelques rares voyages culturels. C'est lors d'un de ses déplacements au musée Pouchkine à Moscou en 1974 qu'on lui diagnostique un léger gondolement dû à l'humidité. Alors la décision est prise, même si les voyages forment la jeunesse, la vieille dame de 500 ans ne voyagera plus. Son état est sous surveillance constante par des équipes de spécialistes qui la photographient, l'analysent et lui font passer des scanners à la moindre apparition suspecte. Aujourd'hui, même si elle a une légère tendance à gondoler au niveau du bras, abritée derrière sa vitre blindée de 40 mm d'épaisseur, à l'épreuve des balles, des jets d'acide, sous une température constante de 20 degrés et une hygrométrie de 50%, elle est plutôt en bonne santé. D'ailleurs, assez souvent, je lui rends une petite visite, quai du Louvre, dans la grande salle des États. Et à chaque fois, pendant ces quelques secondes furtives de tête-à-tête gracieux avec elle,
je ne peux m'empêcher de penser et d'imaginer à une certaine journée de 1954, où au guichet du Louvre se présenta un vieil homme aux moustaches blanches en forme de guidon de vélo. J'imagine alors cet homme au soir de sa vie, traversant les allées et les galeries du musée, sans un regard pour les autres œuvres, se diriger directement vers la belle. Je les vois tous les deux, comme deux vieux complices, face à face pour la dernière fois, lui, les yeux pleins de larmes, et elle, ignorante du temps qui passe, semblant immortelle, le regardant tendrement, toujours en souriant.